Les débats nationaux, un programme qui nous rassemble autour des diverses thématiques. Dans cette émission, nous parlons politique, nous parlons économie, nous parlons éducation, nous parlons santé, nous parlons sport, sans oublier le social de la population qui nous est proche. La République démocratique du Congo, c'est un pays à fort potentiel agricole, mais aussi riche en minéraux. Mais sa population se voit faire face du jour au jour à une augmentation du coût de la vie. D'un côté, nous avons la dépréciation du franc congolais sur les marchés d'échange, de l'autre, la hausse des prix des denrées alimentaires. Mesdames et messieurs, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Serge Ndombé. Il est expert en économie pour devoir décortiquer cette matière. Mais avant de les prendre, nous allons d'abord revenir sur ces reportages proposés par votre rédaction. Le prix des denrées alimentaires ne cesse d'augmenter sur le marché des Kinshasa, menaçant d'atteindre des niveaux records dans le mois à venir si les tendances actuelles se poursuivent. Les vendeurs du grand marché des Kinshasa, couverts d'anonymat, ont révélé mardi 21 mars 2023 qu'un sac de riz de 50 kg de la marque Lyon est passé de 90 000 francs à 97 000 francs congolais. Celui de 25 kg est passé de 40 000 à 47 000 francs congolais. Un sac de semoule importé de 25 kg qui coûtait 40 000 revient actuellement à 47 000 francs congolais. Celui de 25 kg qui coûtait 38 000 revient actuellement à 42 000 francs congolais. Un sac de braise qui se vendait à 23 000 francs revient à 40 000 francs congolais. Celui de maïs qui jadis se vendait à 75 000 revient actuellement à 120 000 francs congolais. Un bidon de 25 kg d'huile végétale est passé de 92 000 à 105 000 francs congolais. Celui d'huile de palme de 35 000 à 68 000 francs congolais. Le sac de sucre de 98 000 francs à 128 000 francs congolais. Un filet d'oignon est passé de 60 000 à 135 000 francs congolais. Un carton de tomates en boîte de 28 000 francs à 39 000 francs congolais. Le sac de sel de 17 500 à 20 000 francs congolais. Cette hausse est consécutive au prix des denrées alimentaires mondiaux de première nécessité dans le céréal. L'huile, ce produit ont franchi un seuil historique en 2022, atteignant 143,7 points, soit 14,3% de plus qu'en 2021, selon l'indice de référence de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO en sigle, qui suit l'évolution de produits alimentaires le plus échangés sur le marché international. Bon, Serge Ndombé, je rappelle, vous êtes expert en économie, mais aussi assistant à l'Université de Kinshasa, au département de gestion des entreprises. Bonjour et bienvenue sur ces plateaux. Aujourd'hui, nous voyons que la vie des Congolais est en train de devenir de plus en plus dure et le social insupportable. Que peuvent être, selon vous, les causes de cette inflation alimentaire? Bon, en fait, on parle de l'inflation alimentaire. Si on arrive au moins à lier cela avec l'inflation monétaire dans une économie. Par définition, on peut comprendre que l'inflation monétaire, ce n'est que la perte du pouvoir d'achat d'une monnaie vis-à-vis de certains biens, mais aussi d'autres monnaies qui sont faites en devises. Mais moi, je pense plutôt qu'il faudrait beaucoup plus parler du pouvoir d'achat de la population. Parce que la hausse des prix des denrées alimentaires ou la hausse des prix des biens sur les marchés n'est que le résultat de l'inflation. Vous comprenez? N'est que le résultat de l'inflation. Et entre les deux, là, il y a le pouvoir d'achat de la population qui joue. Parce que le pouvoir d'achat de la population n'est que la capacité d'un revenu à permettre à une population d'avoir ou d'acheter une certaine quantité de biens ou encore de monnaies. C'est-à-dire, vous avez un revenu, par exemple, de 10 000 francs congolais, vous ne pouvez avoir que 20 pains. Vous voyez, c'est-à-dire votre pouvoir d'achat en termes de pain, c'est 20 pains. Des pains de 500 francs, c'est 20 pains. Et aussi, on peut aussi dire que vous avez 10 000 francs congolais, et dans les 10 000 francs congolais, vous ne pourriez avoir qu'une certaine quantité de monnaie en termes de devises, soit du dollar ou autre monnaie.
Donc je pourrais dire que le mieux serait pour nous de beaucoup plus parler du pouvoir d'achat qui a subi une perte au sein de l'économie congolaise. Voilà. Mais parce que vous êtes en train d'évoquer la dépréciation du franc congolais sur les marchés, quelle analyse peut-on d'abord faire de cette dépréciation? Oui, cette dépréciation, je peux dire qu'il faut d'abord commencer, comme j'ai dit tantôt, c'est-à-dire la dépréciation d'abord monétaire, monétaire du franc congolais, est liée d'abord à cette incapacité des francs congolais de se vendre à un bon prix par rapport aux devises. Vous voyez? Donc je disais que le franc congolais a perdu de son pouvoir d'achat par rapport aux devises. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour réguler en fait cette inflation qu'on cesse d'observer sur terrain? Bon, pour réguler l'inflation, il y a beaucoup de propositions à faire. Mais il faudrait d'abord commencer par voir les causes de l'inflation. Vous comprenez? C'est-à-dire, je pense que nous devons d'abord comprendre les causes de l'inflation. Dès qu'on comprend ces causes, c'est alors maintenant qu'on saura faire sortir les solutions. Et c'est quoi les causes? Oui, justement. Je disais que les causes doivent être liées au pouvoir d'achat. Alors, pour parler d'abord de l'inflation dans un pays, comme je disais, vous remarquerez que dans notre pays ici, il y a un grand problème lié d'abord à ce qu'on appelle la balance commerciale. C'est-à-dire la balance commerciale, c'est-à-dire c'est une différence qui se fait entre exportation et importation. Dans notre pays, on importe trop. Quand on importe trop, cela consomme beaucoup plus de réserves d'échange. Et dans une économie, s'il faut bien comprendre cela, il faudra voir le pays comme une personne. De même que vous, chez vous à la maison, vous avez votre revenu. Vous dépensez de votre revenu et vous gardez une réserve pour d'autres dépenses. Vous voyez, c'est aussi le pays. Le pays tel qu'il est là, il a aussi ses revenus qu'on appelle par exemple les recettes publiques. Mais il a aussi ses dépenses. Mais aussi, le pays garde aussi une certaine quantité d'épargne qu'on appelle la réserve. Maintenant, cette réserve-là va aider le pays d'abord à réguler la stabilité de sa monnaie, mais aussi à couvrir les dépenses liées à l'importation. Donc c'est en fait ça. Maintenant, le problème c'est à quel niveau? Quand la masse monétaire est beaucoup plus supérieure, je dis bien beaucoup plus supérieure par rapport à aux réserves d'échange, maintenant il y a un problème. Donc le pays ne sait plus comment faire pour réguler en fait le pouvoir d'achat de sa monnaie. Voilà. Parce que vous êtes en train d'évoquer aussi l'importation et tout, mais je vous rappelle, selon les statistiques, la République démocratique du Congo dispose de près de 80 millions d'hectares de terres arables, 4 millions de terres irrigeables. L'agriculture paysanne occupe 70% de la population active. Sa végétation, donc la végétation de la République démocratique du Congo, peut supporter un élevage d'environ 40 millions de têtes de gros de bétail. Et sa densité halieutique est estimée à 700 000 tonnes de poissons par an. Avec cette potentialité, la République démocratique du Congo est en mesure, donc elle est capable de nourrir environ 2 milliards de personnes au monde. Mais qu'est-ce que justifie en fait ces recours à tout moment à l'importation pour chercher à couvrir les déficits alimentaires? Ouais, le problème d'abord c'est au niveau de l'affectation de nos ressources pour ce qui est des actifs à mettre dans l'économie du pays, je voulais dire. Ça dit quoi? Moi, je pense plutôt que pour mieux exploiter ce qui est nos terres, il faudrait bien investir dans ce qui est l'agriculture. Voyez. Mais le fait seulement d'exploiter l'agriculture ne suffit pas. Il faudrait aussi aller au niveau d'industrialiser cette agriculture-là. Parce que chez nous, les gens sont dans l'agriculture, ça c'est vrai. Si vous partez dans nos milieux ruraux, vous trouverez beaucoup de personnes en train de faire vivre leur famille à travers l'agriculture. Mais cependant, ces gens ne le font que pour des consommations personnelles. Vous voyez, ces gens n'arrivent pas à amener cela au niveau de la commercialisation. Moi, je pense plutôt que l'État congolais doit d'abord faire en sorte que cette agriculture-là quitte le niveau de l'artisanat et que cette agriculture passe au niveau de l'industrialisation. Vous voyez. Et en plus, il faudrait aussi que l'État congolais arrive au moins à réparer ou encore à investir dans les infrastructures routières, en fait, pour permettre à ceux-là qui sont dans l'agriculture de faire évacuer ces biens-là dans des milieux urbains pour la vente et leur permettre aussi de vivre à partir de la commercialisation de leurs produits-là. Mais qu'on ne se limite pas là. Il faudra aussi, comme je parlais tantôt, de l'industrialisation pour permettre à ceux-là aussi de conserver, madame, de conserver ce qui est produit pour permettre la durabilité de cela. Voilà, madame. Et visiblement, le secteur agricole jadis prospère en RDC a du mal à redécoller au fait parce que la production agricole locale
n'arrive pas à satisfaire le besoin de la population. Comment on peut repenser ces secteurs de production? Il faudrait d'abord commencer à voir pourquoi est-ce que cela n'arrive pas à satisfaire la population. Je dis que parce que les gens, quand ils produisent, ils n'arrivent pas à garder leurs produits pendant longtemps. Souvent, l'agriculture, ce sont des produits qui sont saisonniers. Je prends l'exemple, par exemple, de l'arachide, par exemple. L'arachide, c'est produit en fait dans 2 fois dans l'année. Il y a 2 saisons pour les arachides, vous voyez. Mais une fois qu'il y a la saison, on produit. Les gens courent vite pour vendre. Quand ils vendent tout. Pendant qu'ils vendent tout, là, c'est le moment où il y a l'abondance. Mais après cette abondance-là, il y a maintenant le moment de la rareté. Et là, maintenant, il y aura l'inflation par rapport à ces produits-là. Moi, je pense plutôt qu'il faudrait que l'État aide d'abord ces gens-là à arriver d'abord à conserver pendant longtemps leurs produits. Comme ça leur permettra de vivre du jour au jour de leur production. Et c'est alors que l'État garantira de manière lointaine ou de manière durable cette production-là, soit des arachides ou d'autres produits agricoles. Mais dernièrement, avec la banque, en fait, on nous avait dit que les cadres macroéconomiques étaient stables, mais nous continuons toujours à faire face à la dépréciation du franc congolais. En fait, je reviens encore dans le sujet. C'est quoi d'abord, lorsqu'on parle des cadres macroéconomiques, mais on voit instabilité du taux d'échange? Bon, en fait, il faudra bien comprendre aussi ces 2 concepts-là. L'économie, la gestion de l'économie et la gestion des finances, c'est un peu différent. Vous voyez, l'inflation chez nous, j'ai dit tantôt, l'inflation chez nous, c'est au niveau d'abord de notre production. Quand on dit que les cadres macroéconomiques, et bon, ça c'est bien, ça c'est bon, mais est-ce que la production a suivi ces cadres-là? Est-ce que les analyses qui ont permis d'analyser ces cadres-là sont parties de la production? Vous comprenez, madame? Il faut d'abord commencer par la production. C'est la production qui amène de l'argent dans un pays. Alors, si la production était à sa place, moi je pense plutôt que cette production-là, après être consommée, ça nous permettra, nous, à exporter une grande partie de cette production-là. Et c'est alors que les devises vont venir chez nous. Et ce sont ces devises-là, ces devises dans une banque, à mettre en stabilité ou à mettre en comparaison, ou à mettre en comparaison des forces avec la masse monétaire du pays, qui facilite en fait la stabilité d'une monnaie au sein d'un pays. Et qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, en fait, les propositions concrètes que vous pouvez faire pour qu'on puisse rendre cette production-là vraiment stable, pour faire face à cette inflation? Bon, je pense qu'il faudra, dans un premier temps, comme je dis tantôt, d'abord investir dans l'agriculture. C'est-à-dire faire de l'agriculture la priorité des priorités, d'abord. Deuxièmement, il faudra aussi que l'État puisse faire de grands efforts pour mettre des moyens dans des mains de ces agriculteurs-là. Vous voyez, ça dit quoi? Ça dit que les agriculteurs sont des entrepreneurs. Il faut les considérer comme les entrepreneurs. Si nous partons dans l'idée de l'entrepreneuriat, vous verrez qu'il y a la charte de 2009 qui considère l'entrepreneur toute personne qui fait une activité qui lui produit des revenus. Vous comprenez? Qui lui produit des revenus, mais qui peut engager, ne serait-ce qu'une personne. Vous voyez? Ne serait-ce qu'une personne. Et qui pourra dégager un chiffre d'affaires dans l'année de $10 000. C'est-à-dire que quand déjà un agriculteur est en train de faire son travail et gérer son activité, et qu'il peut produire, qu'il peut dégager une certaine quantité de chiffre d'affaires dans l'année, c'est déjà un entrepreneur, mais agricole. Alors l'État doit aussi faire en sorte de bien accompagner celui-là. Quand on accompagne bien ces entrepreneurs agricoles, moi je pense bien que l'accompagnement ne peut pas seulement se limiter au niveau de leur parler ou de leur donner des conseils, non, mais aussi de les suivre de manière à leur donner des moyens et aussi à leur distribuer des intrants, vous voyez. Mais encore, créer des banques agricoles pour leur permettre en fait le bon suivi, de telle sorte qu'ils aient en idée l'idée des comparaisons entre coûts et aussi rentabilité. Et comme ça, ces gens-là commenceront à faire le travail de manière d'abord, à gagner en termes de rentabilité, mais encore aussi à assurer la continuité des biens, des services en termes agricoles à l'État congolais. Parce que vous êtes en train de trop mettre l'accent sur l'agriculture, en fait. Je prends les produits qui sont locaux, des produits locaux, en fait, qu'on est en train de cultiver même au niveau du plateau des Batéké. Vous allez voir que ce produit, même si on s'y rend sur les marchés, il se fait vraiment rare. C'est justifié, c'est dû aussi à quoi? Ces produits, ce sont des produits locaux. On arrive à faire une hausse des prix, je ne sais pas comment les justifier, et ça se ferait rare sur les marchés. Madame, n'oubliez pas que dans une économie, il y a des éléments externes à l'économie, des éléments sociaux qui peuvent aussi mal impacter sur l'économie. Et même aussi pour ce qui est de l'agriculture. Ces jours-ci, vous ne semblez pas oublier qu'il y a des problèmes, là, des problèmes de sécurité, de l'insécurité au niveau des plateaux de Batéké. C'est pour dire qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui ont fui leur milieu naturel,
qui sont maintenant aujourd'hui au niveau de Kinshasa ici, et qui ne savent plus travailler. Et dites-moi, si ces gens-là ne sont plus là-bas, où ils vont travailler? Mais les plateaux des Batéké n'est pas un seul milieu d'agriculture quand même. Bon, vous n'avez pas tort, parce que je parlais de ça parce que vous avez évoqué ça. Vous avez évoqué les plateaux de Batéké. C'est pour ça que j'ai répondu par rapport au plateau de Batéké. Mais je vous dis encore que nous avons encore d'autres guerres. Au niveau de Goma, par exemple. Dans le passé, nous mangions parfois des pommes de terre venant de Goma. Est-ce que c'est un peu compliqué? Vous voyez? Donc, la guerre aussi peut mal influer sur la vie économique d'un pays, comme c'est le cas chez nous aussi. Mais au Congo central, nous avons des arachides, nous avons des riz qui sont produits, mais je ne crois pas que le Congo central est aussi affecté par la guerre comme les Goma. Vous n'avez pas tort. Le Congo central produit une certaine quantité. Vous comprenez? C'est de l'offre, n'est-ce pas, non? N'oubliez pas aussi que sur le marché, il y a une loi qui règne. C'est la loi de l'offre et de la demande. Le Congo central produit une certaine quantité, qui est une certaine quantité en termes d'offres. Mais il y a une demande qui l'attend ici à Kinshasa. Vous comprenez? Et si cette quantité-là n'arrive pas à satisfaire toute la demande de Kinshasa, c'est un peu compliqué, vous voyez. Parce que moi, je pense plutôt que ce qui vient du Congo central, ce qui vient de Bandundu et ce qui vient d'ailleurs, c'est cet ensemble-là qui construit l'offre satisfaisante de la demande de la ville-province de Kinshasa. Alors, si cela n'est pas dans sa place, en tout cas, il y aura problème de rareté. Et quand il y a problème de rareté, la demande sera supérieure à l'offre. Et là, maintenant, les prix fait quoi? Les prix vont monter. Bon, parce que visiblement, je vois que l'économie RD congolaise repose beaucoup plus sur l'agriculture. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux agriculteurs ou à toute la population qui est en train de nous suivre maintenant? Oui, moi, je dirais plutôt d'abord aux agriculteurs de continuer à faire leur travail, d'abord. Mais aussi de se constituer en coopérative, en société coopérative. Vous voyez, le problème chez nous, c'est quoi? Ce n'est pas seulement au niveau des agriculteurs, d'autres entrepreneurs aussi. Chez nous, l'idée des sociétés, l'idée des associations est vraiment difficile chez nous. Les gens se mettent beaucoup plus de l'ensemble des associations qui sont sans but lucratif, ça c'est vrai. Mais aussi, les gens oublient, il y a d'autres sociétés, d'autres associations qui sont sociétaires, qui peuvent vous mettre autour d'un groupe pour poursuivre un certain but qui est lucratif. Si on appelle par exemple la coopérative, par exemple. Donc je demande aux agriculteurs de commencer à se mettre en groupe d'abord, un. Deuxièmement, de continuer à faire pression sur l'État pour que l'État tourne de plus en plus le regard vers eux, de telle sorte que l'État puisse voir dans quelle mesure commencer à subventionner ces gens-là. Cette subvention-là ne va pas seulement se limiter au niveau des moyens financiers, non, mais aussi au niveau intellectuel, au niveau des têtes. Il faudrait que l'État arrive aussi à envoyer ses experts pour d'abord commencer à faire les études des sols, avant même qu'on puisse mettre les produits sur la terre. Vous voyez, moi je pense plutôt que ces agriculteurs-là doivent d'abord se mettre en groupe et aussi faire pression sur l'État pour que l'État tourne les regards vers eux. Merci Serge d'être venu nous éclairer sur l'économie RD congolaise, sur l'inflation et tout ce qui va avec. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro.